Bienvenue dans cette vidéo où nous allons apprendre la classification de sections transversales de profilés métalliques selon la norme Eurocode 3. Introduction, la classification de sections transversales. Si vous lisez la norme Eurocode 3, dans la première partie de la norme Eurocode 3, dans la section 5, et précisément au point 5.5.1, c'est-à-dire base ici, comme vous voyez, il est dit ceci au premier paragraphe. Le rôle de la classification des sections transversales est d'identifier dans quelle mesure leur résistance et leur capacité de rotation sont limitées par l'apparition du voilement local. Alors, quand on parle du voilement local, on parle de ces phénomènes que vous êtes en train de voir. Ici, nous avons un voilement de lame par compression. Alors, si je vais donner un petit détail ici, c'est que ici, nous avons notre profilé. Alors, cette partie-ci que vous êtes en train de voir, c'est ce qu'on appelle semelle. C'est en métal. En bas également, vous voyez, c'est pareil, donc c'est parallèle. C'est ce qu'on appelle semelle. Donc, nous avons deux semelles, la première semelle et la deuxième semelle dans ce profilé. Ensuite, au milieu ici, nous avons notre âme. Vous voyez, cet élément vertical est appelé âme. Et cet élément horizontal est appelé semelle. C'est pourquoi on dit voilement de lame par compression. C'est-à-dire cette partie a subi une compression et cela a produit le phénomène du voilement. De l'autre côté, nous avons le voilement, mais cette fois-ci par cisaillement. Au milieu, nous avons le voilement de semelle. Pour le déphoto, ce sont des voilements de lame, mais pour cette figure que nous sommes en train de voir, c'est le voilement de semelle par compression. C'est-à-dire, il y a une compression sur cette partie et cela a produit le voilement. Ensuite, nous avons classification. Je suis toujours dans la section 5. Vous avez la référence ici. Maintenant, au point 5.5D. Alors ça, c'était au point 5.5.1. Ici, au point 5.5.2. On dit 4 classes des sections transversales sont définies de la façon suivante. Premièrement, les sections transversales des classes 1 sont celles dans lesquelles peut se former une rotule plastique pouvant atteindre sans réduction de résistance la capacité de rotation requise pour une analyse plastique. Deuxièmement, les sections transversales des classes 2 sont celles dans lesquelles peut se développer leur moment résistant plastique, mais qui possèdent une capacité de rotation limitée à cause du voilement local. Troisièmement, les sections transversales des classes 3. Donc, vous voyez que on est en train d'énumérer les différentes classes, c'est-à-dire nous avons 4 classes. Mais une précision, c'est que de plus en plus, nous sommes en train de monter, c'est-à-dire nous allons de 1 jusqu'à 4, de plus en plus nous montons, de plus en plus nous tendons vers les classes les plus défavorables. Les sections transversales des classes 3 sont celles pour lesquelles la contrainte calculée dans la fibre comprimée extrême de la barre en acier en supposant une distribution élastique des contraintes peut atteindre la limite d'élasticité, mais pour lesquelles le voilement local est susceptible d'empêcher le développement du moment résistant plastique. Enfin, quatrièmement, les sections transversales des classes 4 sont celles pour lesquelles le voilement local s'est produit avant l'atteinte de la limite d'élasticité dans une ou plusieurs parois de la section transversale. Alors, vous pouvez lire cette section, ces points, dans la norme Eurocode 3, donc précisément dans EN 1993-1-1 et vous aurez ces détails. Ensuite, paragraphe 3, les classements d'une section transversale dépend du rapport largeur sur épaisseur de ces parois soumises à la compression. Paragraphe 6, la classe d'une section transversale est définie par la classe la plus élevée, la moins favorable, c'est-à-dire la plus défavorable, de ces parois comprimées. Les exceptions sont spécifiées en 6.2.1 et 6.2.2.4. Alors, si je peux expliquer ceci, c'est que on est en train de voir ici un profilé. Donc, un profilé métallique qui a une âme et une semelle. Et lorsque nous sommes en train de classifier ces profilés, on classifie d'abord l'âme. On se rend compte que l'âme est dans la classe 1. Ensuite, on se rend compte que la semelle ou les semelles sont dans la classe 2. Alors, la classe de notre profilé sera automatiquement la classe 2 parce que la classe 2, c'est la plus défavorable. Aussi, c'est la classe la plus élevée.
C'est que j'étais en train de vous dire. Donc, de plus en plus, nous tendons vers la classe 4 et de plus en plus, nous tendons vers les sections transversales qui sont le plus défavorables. À supposer que nous avons ici la classe 3 et ici nous avons la classe 4 d'office. La classe la plus élevée, c'est la classe 4. Donc, notre profilé est classé en classe 4. Donc, il faut juste retenir le principe et c'est très simple. Alors, paragraphe 7, alternativement, les classements d'une section transversale peut être défini en mentionnant à la fois la classe de la semelle et la classe des lames. C'est-à-dire, je peux classer ma section comme ça, c'est-à-dire j'écris juste le profilé ici, et ici j'écris lame, comme je viens d'écrire, classe 1, la semelle, classe 2. Donc ça aussi, ça peut être une classification. Vous voyez? C'est ce que ces paragraphes disent. Donc le classement, c'est-à-dire c'est une alternative pour classer une section transversale. Donc alternativement, le classement d'une section transversale peut être défini en mentionnant à la fois la classe de la semelle et la classe des lames. C'est ce que je fais ici. J'ai mentionné la classe de la semelle et j'ai mentionné également la classe des lames. Donc, je peux ou ne pas écrire profilé, la classe du profilé, mais si je seulement ces informations, si j'ai seulement placé ces informations d'office, je sais déjà la classe de mon profilé, c'est la classe 2. C'est ce que le paragraphe 7 veut dire. Alors, paragraphe 12, lorsque lame est considérée comme ne résistant qu'à l'effort tranchant, sans aucune contribution aux résistances à la flexion et à l'effort normal de la section transversale peut être classée en classe 2, 3 ou 4 en fonction de la seule classe des semelles. Alors, pour le flambement des lames induit par la semelle, voir IN 1993-1-5. Alors, ceci, vous allez avoir ce détail dans la section 5 au point 5.5.2, c'est-à-dire le point que nous avons vu tout à l'heure. Ensuite, tableau 5.2, rapport largeur-épaisseur maximum pour le paroi comprimé. Souvenez-vous, je peux rentrer. On a dit, les classements d'une section transversale dépend du rapport largeur sur épaisseur de ces parois soumises à la compression. C'est justement pour ça qu'on a établi ce tableau. Donc, rapport largeur-épaisseur maximum pour le paroi comprimé. Alors, paroi comprimée interne. Si je peux expliquer ces tableaux que nous voyons ici, nous avons la première colonne, là où il y a les différentes classes. Donc, dans la première colonne, nous allons retrouver les différentes classes. La deuxième colonne, nous allons retrouver la paroi fléchie, c'est-à-dire si votre élément travaille en flexion, vous devez utiliser les critères qui sont, ou soit les conditions qui sont dans la deuxième colonne. Troisième ici, c'est-à-dire la troisième colonne, nous avons une paroi qui est comprimée. Donc, si votre paroi est comprimée, alors vous devez utiliser les conditions, c'est-à-dire les critères ou conditions qui sont dans la troisième colonne. Enfin, quatrième colonne, si votre paroi est fléchie et comprimée à la fois. Ici, vous êtes en train de voir que il n'y a pas de classe 4. Dans le tableau, il n'y a que les classes 1, 2 et 3. Alors, pourquoi il n'y a pas de classe 4? Tout simplement parce que si votre section n'est ni dans la classe 1, ni dans la classe 2, non plus dans la classe 3 d'office, votre section est dans la classe 4. Donc, il n'y a pas de classe 5, 6, 7, 8, 9, 10. C'est pourquoi on n'a pas besoin de mentionner beaucoup de critères autour de la classe 4. Si la section n'est pas dans la classe 1, 2, 3 d'office, votre section est dans la classe 4 tout simplement. Donc, il n'y a pas besoin de calculer. Un autre détail, c'est que on est en train de voir epsilon ici. Epsilon est tout simplement égal à la racine carrée de 235 sur Fy. Fy, c'est la limite élastique de l'acier. Vous voyez, donc 235, 275, 355, 420, 460. Alors ici, vous avez le choix. Vous pouvez tout simplement utiliser les valeurs que vous êtes en train de voir. C'est-à-dire que si vous avez un IPS 235, vous allez tout simplement utiliser ce tableau pour retrouver la valeur de epsilon. Puisque dans tous les cas, vous allez retourner dans cette expression ici, dans cette formule pour remplacer Fy. Alors, si vous voulez avoir plus de détails, je vous invite à lire la section 5 au point 5.6 de la norme EN 1993-1-1.
Alors ici également, nous avons tout ce que nous venons de voir de l'autre côté, sauf qu'ici, on parle de semelle. Nous retrouvons également l'epsilon ici, ça ne change pas. Nous allons utiliser ces tableaux. Alors ça, la feuille 3, la dernière feuille de ce tableau. Et ici, on donne de détails pour ce qui concerne le cornière. Alors, c'est toujours au point 5.6 de la section 5 de la norme EN 1993-1-1. Mais la notation ici, vous allez le retrouver dans la section 1, donc au niveau de généralité, au point 1.6 de la même norme. Donc, pour B, nous avons largeur d'une section, H, hauteur d'une section, D, hauteur de la partie droite d'une âme, T indice W, épaisseur d'âme, T indice F, épaisseur de semelle, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que l'épaisseur ici, T, en principe, c'est ce qu'on appelle TF, épaisseur de semelle. Ici, je rentre. L'épaisseur ici, T, l'épaisseur de lame ici qu'on est en train de voir, c'est tout simplement TW, T indice W. Et R, rayon de congé, R1, rayon de congé, R2, rayon d'arrondi, T, épaisseur tout court. Ensuite, j'aimerais que nous puissions voir cet exemple pour que nous puissions bien comprendre ce que nous venons de voir. Alors ici, nous voyons bien que nous avons un IP, ici, un IP descend en acier S235 qui est soumis en compression axiale. Donc, notre élément travaille en compression pure. Il n'y a que le fort normal de compression sur notre élément. Cet effort qui comprime l'élément. Alors, ici, nous avons les données essentielles pour ces poteaux métalliques qui est en IP200 en acier S235. Alors, nous avons ici H qui est la hauteur de ces IP. Nous avons B qui est la largeur ici. Nous avons TW, T indice W qui est l'épaisseur de lame. Nous avons T indice F qui est l'épaisseur de semelle. Nous avons R qui est le rayon qu'on voit ici. Nous avons A qui est la section. Nous avons D qui est cette distance. Voici les données que nous avons. Alors, si on regarde ici en bas, là où j'ai encadré en vert, vous allez vous rendre compte que on a écrit classification. EN 1993-1-A 2005. Et de l'autre côté, on a écrit compression pure. C'est en anglais, moi j'ai traduit. Compression pure. Alors, dans compression pure ici, on voit bien que nous nous sommes situés au niveau de S235 qu'on voit ici. Et le IP que nous avons, c'est le IP descend. Au point d'intersection, nous voyons bien que c'est écrit 1. Ça veut tout simplement dire que la classe de ces IP descend en acier S235 est 1. Donc, c'est la classe 1. Alors, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons comprendre comment est-ce que ils ont eu à déterminer la classe 1 pour ce type de profilé. Ainsi, déterminons la classe de lame, paroi comprimée. Alors, nous avons toujours notre poteau qui travaille en compression pure et nous avons cette figure qui provient tout simplement de ce tableau. Au niveau de la première feuille, on voit ces profilés. Alors, pourquoi j'ai capturé cette figure? Tout simplement pour vous permettre de comprendre la figure qu'il y a en bas qui provient de notre catalogue que nous utilisons. Alors, dans ces catalogues, on voit bien que la distance D est égale à la distance C que nous sommes en train de voir. Donc, c'est juste question de notation. C'est pourquoi j'ai eu à capturer cette figure pour nous permettre de bien comprendre ce que nous sommes en train de faire. Parce que si vous vous trompez pour ce qui concerne les notations, vous risquez de tout faucher. Alors, notre C est égal à D, qu'on voit ici. Et lorsque je retourne ici, je me rends compte que on donne déjà la valeur de D dans ce catalogue. Vous voyez? Il y a beaucoup de détails dans ces catalogues. On donne la valeur de D qui est de 159 mm. Alors, vous avez le choix, soit vous écrivez directement 159 mm parce que la valeur de D est souvent donnée dans les catalogues. Mais si vous n'avez pas cette valeur, il suffit de faire ces calculs. Alors, pour déterminer D qui est égal à C, nous aurons H qui est la hauteur du profilé. On enlève l'épaisseur de semelle. Donc, cette partie, on enlève cette épaisseur de TF. En bas également, on enlève. En principe, on va avoir comme résultat HI. H indice I que nous sommes en train de voir ici.
Ensuite, c'est pas fini. On doit également enlever le rayon que nous sommes en train de voir de part et d'autre. C'est pourquoi on a multiplié par D. Donc, nous avons H moins D multiplié par T indice F, c'est-à-dire l'épaisseur de semelle, moins 2 fois rayon. Et une fois que nous faisons les calculs, nous allons avoir 159 mm. C'est exactement la valeur qu'il y a ici dans les catalogues. Alors, avançons. Epsilon égale à la racine carrée de D135 sur Fy. Nous connaissons la valeur de Fy, c'est D135. Une fois que nous remplaçons, nous trouvons 1. Donc, je pouvais tout simplement venir ici dans le tableau. Je me pointe là où il y a Fy. Directement, je peux lire la valeur de epsilon. Ensuite, nous devons vérifier cette condition. C'est-à-dire, C sur T doit être inférieur ou égal à 33 epsilon. Alors, vous allez me demander où est-ce que je trouvais cette condition ou ce critère. Je reviens au niveau de la première feuille de ce tableau 5.2. Je me positionne au niveau des parois comprimées. Ici, au niveau de la classe 1. Au niveau de la classe 1, nous avons C sur T inférieur ou égal à 33 epsilon. Donc, je vérifie d'abord ces critères pour ce qui concerne la première classe. Et si ce n'est pas vérifié, je vais utiliser la deuxième ici, c'est-à-dire la classe 2, le critère qui est dans la classe 2. Et si cela n'est pas vérifié, je vais venir encore ici au niveau de la classe 3. Et si ce n'est pas toujours vérifié, alors, comme conclusion, la section de lame est en classe 4. Parce qu'elle n'est ni dans la classe 1, elle n'est ni dans la classe 2, non plus dans la classe 3 d'office, c'est dans la classe 4. Alors, je commence avec ça. C sur T inférieur ou égal à 33 epsilon. Alors, c'est ce que je fais ici. C sur T, nous connaissons la valeur de C, c'est 159 divisé par T, qui est égal à 5,6 mm. Alors, nous avons 28,39 qui est inférieur à 33. Parce que epsilon égale à 1. Donc, quand on fait les calculs, on se rend compte que cette condition est vérifiée. D'où lame du profilé IP200 en acier SD135 est en classe 1. Ce n'est pas fini. Ensuite, nous devons déterminer la classe des semelles, la classe de la semelle. Paroi comprimée toujours. Alors, le même, je pris cette figure que nous sommes en train de voir au niveau de la feuille 2, parce qu'ici on parle de semelle, de la feuille D, c'est justement cette figure pour nous permettre de comprendre. Alors, qu'est-ce qu'on appelle C ici? C, c'est cette distance qu'il y a ici. Mais si on ne donne pas la valeur de C, la valeur de C n'est pas donnée, alors nous devons calculer cette valeur. Nous connaissons cette largeur. Si on enlève l'épaisseur ici de lame, il va nous rester cette distance ici à gauche et à droite. Et si on divise cette distance à 2, nous allons nous retrouver ici, vous voyez, dans cette distance que je suis en train d'encercler. Et si on enlève tout simplement le rayon R, nous aurons notre C. Donc, ce qui fait que nous avons B moins T indice W sur 2 moins R. Nous avons 100. B, je retourne. Voilà, nous avons la largeur. La largeur est de 100. Ensuite, TW est de 5,6 sur 2 moins R. R est égal à 12 mm. Alors, nous aurons 35,2 mm. Alors, pour epsilon, vous connaissez déjà la valeur d'epsilon, c'est égal à 1. Ensuite, on doit vérifier ces critères ou cette condition. Cette condition doit être vérifiée. D'où provient cette condition? Je rentre au niveau de feuille 2. Je suis ici dans paroi comprimée. Au niveau de la première classe, on commence toujours avec la première classe. Si ce n'est pas vérifié, on passe à la deuxième. Si ce n'est pas vérifié, on passe à la troisième. Et si la troisième n'est pas vérifiée, alors nous déclarons que notre section est en classe 4. Alors, je commence avec cette condition. C sur T inférieur ou égal à 9 epsilon. C'est ce que je fais ici. Nous connaissons la valeur de C, qui est de 35,2 mm, divisé par T, T qui est égal à 8,5, qui est l'épaisseur de semelle, TF. Je vais trouver, de l'autre côté, j'aurai 9 multiplié par 1, et j'aurai 4,14 inférieur à 9. Donc, c'est vérifié. D'où la semelle du profilé IP200
en acier S235 et en classe 1. Alors, c'est pas fini. En conclusion, qu'est-ce que nous pouvons dire? La classe de notre profilé IP200 en acier S235 est égale à max, c'est-à-dire on doit comparer les deux classes et prendre la valeur maximale. Alors, la valeur maximale entre 1 et 1, c'est 1, d'où le profilé IP200 en acier S235 est en classe 1. C'est exactement ce que il y a ici dans le catalogue. Merci d'avoir suivi cette vidéo. À la prochaine.